factuel, le non-dit. Finalement, les non-agissements malveillants, c'est-à-dire on vous ignore, on vous exclut, vous n'existez plus. Hein. Donc ça, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est un processus très fort. Et corollaire de ce processus, il y a un jeu sur l'angoisse d'abandon. C'est-à-dire que dans le harcèlement, ce qui est mis en scène, c'est qu'on va faire en sorte que le harcelé ressente une exclusion du groupe, un isolement, et presque un isolement de la terre entière, hein, c'est-à-dire que ça le renvoie à une détresse infantile, presque la détresse du nourrisson qui est dépendant de tout son entourage et qui n'est pas capable en tout cas de se gérer lui-même. Et on peut imaginer alors du coup un nourrisson dans un entourage malveillant. Et c'est ça en tout cas qui est activé comme processus psychologique chez le harcelé. Alors pour le harcelé, on a beaucoup de choses. Tout d'abord, l'identification à l'agresseur. Vous connaissez certainement le syndrome de Stockholm, et ça, c'est quelque chose d'extrêmement récurrent dans le harcèlement. C'est-à-dire que le harcelé va en tout cas, outre le phénomène d'auto-hypnose dont je vous ai parlé, excuser son agresseur, souvent, au début en tout cas, et ça va être la personne qui excuse le plus au début, et ensuite se ressentir parfois en empathie avec son agresseur. Alors je prends notamment l'exemple, encore une fois, le plus évident, c'est les violences conjugales, où la personne va dire « mais non, on recommence, il m'a dit pardon, etc. etc. » Et il y a une forme d'excuse et d'empathie, en tout cas, pour le harceleur. Alors ça, évidemment, ça va jusqu'à un certain point, parce qu'il y a un moment donné, quand même, le harcelé prend conscience de là où il est et à qui il a affaire, et de la situation de laquelle il faut absolument qu'il sorte. D'autre part, cette identification, elle vise aussi à atténuer, on va dire, les coups de l'agresseur en essayant de s'attirer une sympathie de cet agresseur. Et ça, c'est une forme de survie à un moment donné dans la situation de harcèlement. Également, ce qui va toujours avec, et je vous l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, c'est que c'est le harcelé qui va porter la honte et la culpabilité de l'agression. C'est-à-dire qu'il va se sentir coupable de ce qu'il subit et se présenter du coup avec cette culpabilité. Donc quelqu'un qui ne connaît pas se dit mais il se sent coupable, c'est bien qu'il a fait quelque chose. Pas du tout, pas du tout, c'est qu'il est très très agressé. Et il y a aussi dans la situation pour le harcelé une incapacité à mettre des limites, incapacité non pas seulement psychologique mais aussi parce que peut-être ça n'est pas possible à ce moment-là, et c'est bien pour ça qu'il y a du harcèlement qui se met en place. Et d'autre part, dans les processus harceleurs, le harcelé est attaqué dans son intégrité. L'intégrité, c'est ses idéaux, et notamment professionnels, mais ça peut être l'idéal de justice, ça peut être l'idéal de vérité, enfin, ses idéaux vraiment personnels, et ses valeurs. Et on crée beaucoup de conflits de loyauté en demandant, si vous voulez, des choses qui sont contradictoires avec, on demande par exemple au harcelé de faire des tâches professionnelles qui sont contradictoires avec ses valeurs. Et donc c'est très difficile de s'y retrouver psychiquement ensuite. Alors pour l'entourage, les processus, c'est tout d'abord, et je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une permissivité qui s'inscrit d'abord sur la propension que nous avons à l'obéissance. Et ça, ce sont des études qui ont déjà été faites, notamment par Stanley Milgram, il y a un certain nombre d'années, mais qui sont tout à fait valables encore. Hein. C'est-à-dire que par rapport à des figures qu'on investit comme chef ou comme autorité, eh bien nous sommes en propension à l'obéissance et nous avons tendance à perdre notre esprit critique. Alors, il y a des personnes qui, quand elles sortent de la situation, se rendent compte qu'elles ont quand même perdu leur esprit critique à ce moment-là, mais il y a des personnes qui ne se rendent pas compte et qui continuent, du coup, à maintenir qu'elles avaient raison d'agir comme elles ont agi. Et c'est assez problématique parce que dans certains environnements, je pense notamment à certaines entreprises, il y a des moments où on a l'impression que ce qui est absolument anormal, des conduites d'irrespect extrêmement fortes, deviennent normales pour tout le monde et intégrées parce que finalement la direction a décidé que c'était comme ça. Je pense par exemple à une entreprise que j'ai en tête et où la direction a décidé que, eh bien, il y avait des films pornographiques à distribution pour tous ses salariés. Donc c'est normal, vous voyez. Donc sur le lieu de l'entreprise, tout le monde a ses mots de passe. Voilà. Mais la réalité dépasse souvent la fiction. Pour le harceleur, les processus, c'est
Alors tout d'abord, moi ce qui m'intéresse beaucoup en termes de recherche, c'est la formation du harceleur, parce que en comparant avec les travaux de Madame Françoise Sironi à l'Université Paris 8 sur la torture politique, elle a montré notamment comment on fabriquait en fait psychologiquement des tortionnaires, et il me semble que là il y a vraiment quelque chose à creuser sur la fabrication des harceleurs, notamment dans l'intrafamilial et dans la petite enfance, avec des processus. Ça ne veut pas dire que les personnes qui ont vécu du harcèlement dans leur famille deviendront harceleuses. Ça veut dire en revanche que les personnes qui harcèlent, et c'est du bon sens, ne sont vraiment pas bien dans leur peau et ont appris ça quelque part, si vous voulez. Donc ça, c'est, à mon avis, l'une des clés de prévention les plus importantes. Alors, on peut être harceleur, j'ai un petit peu distingué comme ça de fortune ou de vocation. Alors, de vocation, c'est la personne qui va systématiquement réharceler en fonction des situations dans lesquelles elle se trouve. Harceleur de fortune, eh bien, c'est la personne, si vous voulez, à un moment donné, elle a une marge de manœuvre, on la lui donne, et puis l'occasion fait le larron, elle va saisir cette marge de manœuvre, mais dans un autre contexte, elle ne le ferait pas forcément. Donc déjà, ce sont des types psychologiques très différents. Le harceleur est aussi une personne qui, dans le groupe, va emprunter la fonction de leader sadique et dominateur. Ça n'est pas forcément le chef en place. Le leader sadique et dominateur, il peut remettre en question le chef en place et complètement déstructurer le groupe. Donc ça, c'est important. Alors je vais revenir peut-être sur le syndrome post-traumatique, parce que le harcèlement, c'est d'abord, ça crée un traumatisme très fort chez le harcelé. Alors, vous avez certainement entendu parler du syndrome post-traumatique, qui est une réaction psychique émotionnelle violente suite à un traumatisme psychologique mettant en jeu l'intégrité psychique et physique du sujet. Donc, le harcèlement crée une sollicitation permanente, un état d'inquiétude très très fort chez la personne harcelée qui est tout le temps aux aguets, et du coup met une énergie psychique considérable à essayer d'absorber ça. Donc elle est en état de stress permanent. Le stress, c'est une tentative de réponse à la sollicitation. Et quand le stress est trop fort, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle n'a plus la capacité d'avoir les ressources pour lutter contre ce stress-là, elle va s'effondrer psychologiquement et on va avoir tout le tableau du syndrome post-traumatique. Avec notamment des suites de la sidération. La sidération, vous savez probablement ce que c'est. Moi, il y a un terme en français, en tout cas, on dit on est scotché. Mais je trouve que ça dit bien la sidération, on est scotché. Du coup, on ne peut plus se décoller, on ne peut plus penser les choses. C'est-à-dire que la personne, elle est complètement sous le choc, incapable d'avoir des ressources pour se défendre, incapable d'avoir des ressources même pour sortir de la situation dans laquelle elle est. Donc, tout ça, on verra bien que les pistes thérapeutiques, c'est évidemment d'arriver à donner de la distance et de la réflexion et des outils pour que la personne puisse sortir de cette situation. Alors, je vous avais dit que j'y reviendrai, la similitude des symptômes entre le harcèlement et la torture. Ce sont les mêmes symptômes cliniques qu'on rencontre, symptômes psychologiques qu'on rencontre chez les personnes qui ont subi du harcèlement et de la torture. Dans tous les cas, il y a une menace de l'intégrité psychique et physique. Je ne vous ai pas dit tout à l'heure que le harcèlement était un terme qui a été repris au Moyen-Âge pour évoquer quand il y avait des attaques de châteaux forts avec le bélier. Donc on essayait d'attaquer par petits coups le château fort pour pénétrer. Je trouve que c'est une excellente image parce qu'on voit bien que, nous on emploie le terme d'effraction, c'est-à-dire on voit bien qu'on essaye de cambrioler le psychisme de la personne, faire en sorte qu'il ne lui appartienne plus et que finalement, si je prends une image, il y a le harceleur en permanence qui soit à l'intérieur pour lui dire qu'elle est nulle, qu'elle ne vaut rien, etc. Alors, on va retrouver évidemment des symptômes dépressifs jusqu'à des idées suicidaires et des passages à l'acte, mauvaise image de soi, perte d'estime de soi, des cauchemars très violents, des ruminations permanentes, des angoisses, du stress, avec même des phobies, de retourner sur le lieu où on a été harcelé, etc. Des troubles psychosomatiques forts. Alors, il y a des études françaises qui ont montré que dans les entreprises, si vous voulez, quand il y avait une recrudescence comme ça de harcèlement, il y avait de plus en plus de troubles psychosomatiques. Alors, on va avoir des maux de dos, des migraines, on va avoir de l'eczéma, des problèmes de peau, on va avoir des palpitations, des accidents vasculaires cérébraux, ça peut aller très loin.
Et puis de la même façon, alors il y a des troubles psychosomatiques, si vous voulez, en recrudescence, et il y a des décompensations psychotiques. Donc ça nous intéresse beaucoup, évidemment, de voir que soit il y a un problème dans le recrutement de l'entreprise, soit il y a un problème dans le fonctionnement de l'entreprise. Je penche évidemment pour la seconde solution. Et puis un épuisement psychique et physique à un moment donné où la personne n'a plus du tout les ressources de se défendre, et là évidemment elle a besoin d'une aide extrêmement urgente. Alors, la clinique du harcelé, outre les symptômes déjà décrits, il y a tout d'abord une incompréhension de ce qui se passe. C'est-à-dire que dans le harcèlement, le déni commence par le harcelé. C'est le harcelé qui est d'abord dans le déni de ce qui se passe et qui va minimiser, banaliser ce qui se passe, excuser le harceleur. Et souvent, c'est une personne extérieure qui va lui dire « mais quand même, tu te rends compte de ce que tu vis ?» Et là, il commence à y avoir un travail. Aussi, une interrogation sur la culpabilité. Mais alors, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est de ma faute, j'ai pas mis ça en place, oui, mais peut-être que j'aurais dû, etc. Donc ça, cette remise en question-là, c'est déjà une énorme différence entre le harcelé et le harceleur. On verra après les tableaux. Aussi, je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure, la distorsion de l'espace et du temps, c'est-à-dire que la personne, elle n'arrive plus à se situer dans le temps et elle n'arrive plus à se situer dans l'espace. Quand ça devient très très grave, mais ça commence déjà dans des petites atteintes. Et c'est une grosse perturbation psychique qui montre qu'il y a une régression très forte des défenses psychologiques à un stade presque infantile où on n'a pas intégré encore ces perceptions-là. Alors aussi, une difficulté à avoir un travail de mémoire, c'est-à-dire à quel moment ça s'est passé, de reconstruction des faits. Donc c'est très confus, jusqu'à une superposition du passé et du présent dans le discours, et des espaces qui sont associés plutôt à de la sensorialité. Également une incommunicabilité de l'expérience, la personne pense qu'on ne peut pas la comprendre, et elle a honte d'ailleurs de ce qu'elle a vécu, donc elle va vous en parler très difficilement. Alors on a aussi, moi en tout cas dans ma clinique, j'ai constaté une prémonition chez le harcelé des agissements du harceleur. Ça ne veut pas dire qu'il va savoir quand est-ce que le harceleur va frapper. En général, le harceleur frappe au moment le plus vulnérable pour le harceler. Donc il y a des communications comme ça, inconscientes, qui se mettent en place. Mais en tout cas, le harcelé sait qu'il va encore se passer quelque chose. Et il a cette prémonition, alors que tout le monde lui dit « mais quand même tu exagères ». C'est tout à fait presque sensitif, si vous voulez. Également une perte du désir, puisqu'une pulsion de mort qui attaque, du plaisir, une grande panique, une anxiété et une expression psychomotrice, même dans le regard de la souffrance psychique, sans forcément que la personne s'étende beaucoup sur cette souffrance psychique. Beaucoup d'agitation aussi, de la fuite, des automatismes, parfois des addictions qui vont se mettre en place pour essayer de compenser l'équilibre psychologique qui est attaqué, des phobies et parfois des idées délirantes. En tout cas, en France, on a eu des cas de décompensation, je vous l'ai dit, suite à des harcèlements. Beaucoup de banalisation et de minimisation des faits, en tout cas au début. Une terreur et à la fois une empathie pour le harceleur. Le piège le plus aliénant, c'est l'empathie pour le harceleur. Quand elle existe chez le harcelé, c'est pas systématique, mais quand elle est là, c'est le plus aliénant et c'est le plus difficile à travailler avec la personne. Également de la stupeur, une annihilation de la représentation des liaisons psychiques, c'est-à-dire que la personne n'arrive plus à mettre les choses en connexion, elle est complètement perdue, vraiment, même psychologiquement, dans la capacité à penser les choses. Et c'est pour ça que donner des outils intellectuels, des livres, etc., ça permet à la personne, et même des connaissances en travail thérapeutique à la personne, ça lui permet de se ressaisir de ça pour travailler sur ce qu'elle vit. Et également une charge intacte de l'événement traumatique, charge affective, c'est-à-dire que quand la personne vous le communique, c'est comme si ça se transmettait à vous-même. Et vous-même, vous n'êtes pas bien en ayant entendu le récit de la personne. Vous avez presque besoin d'aller le raconter encore à quelqu'un d'autre. C'est comme si c'était même des années après, ça a cette charge affective intacte. Alors, ce qu'il ressort de tout ça, c'est que le harcelé, il est dans une prison psychique. Et souvent, en tout cas tant qu'il n'y a pas de l'aide extérieure à cette relation, il ne parvient pas à s'en libérer, il attend l'autorisation du harceleur pour s'en libérer. On voit bien la dépendance, c'est-à-dire quelque part que le harceleur lui dise... ce qu'il ne le fait jamais, ce qu'il ne le fait évidemment jamais, mais lui donne l'autorisation de partir, etc. Donc ça, c'est de la mise sous terreur.
Et il faut qu'une figure extérieure, alors vécue comme une figure d'autorité, de soutien, puisse donner à la personne l'autorisation de partir. Mais ce que tu vis, ça n'est pas normal, il faut que tu en sortes. Et ça, c'est extrêmement important pour la personne harcelée. Alors, pour reconnaître un harceleur, parce que tout ça, c'est un peu compliqué, moi, quand j'ai publié le premier livre sur le harcèlement, j'ai eu beaucoup de faux harcelés ou de vrais harceleurs qui m'ont envoyé leur dossier où il n'y avait rien dedans, mais il y avait toutes les lettres au président de la République, enfin, théorie du complot. Donc, c'était assez intéressant d'un point de vue clinique, mais il faut qu'on ait des outils pour reconnaître les faux harceleurs, enfin les faux harcelés et les vrais harcelés. Alors, reconnaître un harceleur, souvent il se présente en victime. C'est le harcelé, la personne harcelée, qui l'a cherché. Donc il a été obligé de se défendre. Et toute sa rhétorique est constituée autour du fait qu'il est victime de la personne qu'en réalité, lui harcèle. Il y a une forte conviction aussi chez le harceleur. Il est sûr d'avoir raison. Un discours très cohérent, très argumenté, alors surtout dans les délires de type paranoïaque, qu'on ne confond pas avec les délires paranoïdes qui ne sont pas structurés, mais les délires paranoïaques qui piègent même souvent les soignants. Un maniement de l'allusion, beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a un discrédit porté sur la victime de harcèlement, mais avec beaucoup d'allusions. Peu de trous de mémoire et de confusion en revanche. Donc, une cohérence, mais qui en réalité est tout à fait fausse, et souvent une des façons que vous pouvez avoir pour savoir, tester un petit peu, c'est lui poser la question, mais quand est-ce que ça a commencé vraiment? Et là, vous voyez si c'est clair ou si c'est pas clair. Et si c'est pas clair et que la personne commence à s'énerver, vous commencez déjà à avoir des pistes sur le fait que peut-être cette personne n'est pas si harcelée qu'elle en a l'air. Évidemment, aucune remise en question, pas de somatisation apparente, et une tentative de contrôle et de maîtrise, en général du thérapeute et du médecin, avec une maîtrise du discours, du langage. Il faut se méfier du langage dans le harcèlement. La personne qui est harcelée, elle est attaquée dans la fonction du langage, donc elle n'a plus forcément les ressources pour se raconter, alors que le faux harcelé, mais vrai harceleur, lui, il a toutes ses capacités au niveau du langage. Et une très bonne analyse apparente, mais peu d'émotion. Alors, le gros problème qu'on rencontre, c'est le problème du déni, et y compris chez les soignants, enfin à tous les niveaux de la société. Et c'est vrai que souvent, on va être plus enclin à écouter le discours d'un harceleur que le discours d'un harcelé parce qu'il a l'air cohérent, fiable, etc., sécurisé. Et ça, il faut énormément s'en méfier, beaucoup plus sur l'observation émotionnelle et psychosomatique de la personne. L'observation du comportement aussi, hein.